Salut mes petits potes, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va super. Je tiens à vous remercier pour l'accueil que vous faites aux threads d'horreur sur la chaîne. Il y en aura bien plus à l'avenir, donc n'hésitez pas à vous abonner et tant qu'à faire, mettre le petit like. Aujourd'hui, je vous présente 3 threads d'horreur et on monte en intensité mais crescendo. La dernière histoire, elle est folle. Donc installez-vous confortablement et on commence. L'histoire que je vais vous présenter aujourd'hui s'est passée il y a quelques années quand Julien a rendu visite à son ami à Cologne. Le roleplay c'est vraiment son gros passe-temps depuis l'âge de 14 ans. Après avoir obtenu un emploi stable et qui paye assez bien, il a commencé à acheter plus de matériel et très important pour cette histoire, la cotte de maille qu'il porte sous son armure. Après la réunion avec son groupe de roleplay, il a enlevé sa tenue parce qu'il voulait pas marcher à travers la ville avec son armure, c'est pas possible. Mais il a gardé sa tunique, son pantalon et sa cotte de maille qui ne rentraient pas dans le sac à dos. Pendant son trajet en bus, il a remarqué qu'un type bizarre semblait le regarder mal. Bon, il a l'habitude car il a encore des vêtements médiévaux. Il était presque arrivé chez son ami et il l'a appelé pour lui dire qu'il était bientôt là et qu'il pouvait venir le chercher. Il arrive en premier et il attend. Il remarque que le mec du bus marchait directement vers lui. Il se déplace pour le laisser passer, mais non, le gars s'arrête devant lui et sort un couteau en exigeant son sac, son portefeuille et son téléphone. Il est prêt à lui donner son portefeuille, mais il lui explique que dans le sac, il y a juste des armures et des armes en mousse. Et d'un coup, il sent 2 coups rapides et piquants dans son estomac. Julien tombe de douleur et le gars ramasse son sac. Il est un peu confus et il se souvient que son ami le secoue. Son pote lui explique qu'il a vu l'agresseur jeter ses affaires vu que le sac était trop lourd pour lui. En le voyant par terre, il a pris le casque et frappé l'agresseur jusqu'à ce qu'il s'enfuit. Ils sont allés à l'hôpital et heureusement pour lui, il n'y avait que 2 gros bleus et de petites coupures. Ce jour-là, heureusement, il sortait d'une réunion roleplay et avait gardé sa cotte de maille. Eh ben dis donc, moi j'ai bien envie de m'acheter une cotte de maille. Ça me fait penser à une certaine scène, je vous laisse deviner laquelle en commentaire et on passe directement à la seconde histoire. Pour cette histoire, je vais vous la raconter à la première personne. J'avais 15 ans à l'époque et ma mère, mon père et moi étions en voyage familial à New York. C'était un très bon voyage au début. Nous avons visité la Statue de la Liberté, Madison Square Garden, Times Square, bref, vous avez compris. C'était des vacances normales. Mais vers la fin de notre voyage, tout a foiré. C'était notre dernier jour là-bas et on voulait retourner à l'aéroport. Alors nous avons décidé de prendre un Uber. Quelques minutes passent et une voiture grise s'arrête sur le trottoir où nous étions. Je me souviens avoir remarqué qu'il avait des autocollants Lyft et Uber sur sa voiture dans de nombreux endroits. On aurait dit qu'il essayait de prouver qu'il était notre Uber. C'était juste une petite chose, mais en y repensant, j'aurais dû vraiment m'inquiéter plus de ce détail. Je suppose que mon père n'a pas vraiment fait attention à la plaque d'immatriculation. C'était un type dégueulasse vêtu de vêtements semblables à des chiffons, et on aurait dit qu'il avait été drogué. Mais à l'époque, rien ne nous semblait bizarre. Encore une fois, nous étions en retard et c'était le moindre de nos soucis. Le trajet était normal jusqu'à ce que nous arrivions à l'aéroport. Nous nous attendions tous à ce qu'il quitte l'autoroute et nous laisse partir. Mais il ne l'a pas fait. Au lieu de ça, il a continué à descendre l'autoroute. Quand mon père a remarqué que l'homme n'avait pas de compteur ou son téléphone mis en place avec le GPS Uber ouvert, on a commencé à s'inquiéter et mon père lui a demandé d'une voix sévère « Excusez-moi monsieur, où est votre compteur ?» L'homme est resté silencieux. Troublé, il a demandé une fois de plus, cette fois en criant « Où est votre compteur ?» Encore aucune réponse. Mais à ce stade, l'homme a commencé à se précipiter sur l'autoroute, en passant devant d'autres voitures, avec une conduite très dangereuse. Nous étions tous paniqués. Mon père lui criait de nous laisser descendre. Ma mère pleurait et priait, avec son chapelet serré fermement dans son poing. Et j'étais en état de choc. J'étais paralysé. Je n'ai même pas pu pleurer ou crier autant que je le voulais. J'étais complètement immobilisé. Cela continue pendant un certain temps et il conduit de plus en plus rapidement. Je commence à avoir des pensées noires. Mais heureusement, nous sommes sauvés. Je ne sais pas si quelqu'un dans une voiture que nous avons passée avait appelé la police, mais nous avons vite entendu des sirènes retentir derrière nous. Et nous étions suivis à grande vitesse par plusieurs voitures de police. L'un des policiers avait un mégaphone ou quelque chose pour amplifier la voix et a crié pour que l'homme s'arrête. De toute évidence,
Il ne voulait pas s'arrêter, et la police a dû le forcer pour qu'il s'arrête enfin. La police nous a aidés à sortir de la voiture et a pris toutes nos affaires dans le coffre, tout en mettant des couvertures autour de nous et en nous disant que ça allait bien et qu'on était en sécurité. À ce moment, j'ai senti la plus grande vague de soulagement que je n'ai jamais ressentie de ma vie. Ça nous a quand même bien traumatisés, moi et ma famille, mais j'étais contente que moi et ma famille soyons en vie et en sécurité. La police nous a ramenés à l'aéroport et tout s'est passé comme prévu. Mais bon sang, je suis contente de n'avoir jamais eu à découvrir où ce type nous emmenait et ce qu'il avait prévu de faire avec nous. En y repensant, ça me donne encore la chair de poule. Voilà, cette histoire elle est finie. Attention, la pression redescend. En plus à la première personne, je suis encore plus dans le truc. Effectivement, maintenant, vous allez tous vérifier la plaque d'immatriculation de votre Uber sur l'appli. D'ailleurs, si vous êtes déjà tombé sur un chauffeur un peu chelou, vous pouvez toujours me le dire en commentaire. Oui, c'est bien que tu sois là parce que la prochaine histoire, elle va t'intéresser. Et vous aussi. Chose très importante. L'histoire se déroule en Afrique du Sud et Mathieu nous explique qu'il vit dans une famille de classe moyenne. Selon lui, il est normal d'avoir des hauts murs de briques et des portes électriques, des clôtures électriques et des alarmes vu que le taux de criminalité est plus élevé là-bas. Il dit aussi que c'est plus courant d'avoir une femme de chambre et un jardinier pour la classe moyenne. La femme de chambre s'appelle Ellie et le jardinier Vince. Sa famille et lui sont de grands amoureux des chiens, ils en ont 6 au total, 2 Shar-Pei, 2 braques allemands et 2 teckels. Les chiens y passent leur temps dans le jardin et la porte de la véranda reste ouverte la journée. C'est arrivé en 2007 quand Mathieu avait 9 ans, son frère en avait 10. Ils venaient de recevoir leur premier téléphone, un cadeau de leur père. Ils ferment généralement la porte de la véranda la nuit, mais c'était une nuit très chaude, donc cette nuit-là, la porte de la véranda est ouverte. Son frère et lui, ils sont dans la chambre de ses parents en train de tester leur nouveau téléphone, avec Anne, la fille d'Ellie, qui est comme une grande sœur pour eux. Son père est quelque part dans la maison et sa mère, elle est dans le bain. Anne leur dit que les chiens aboient. D'habitude, les teckels, ils aboient beaucoup, mais très rarement les braques allemands. Là, ils comprennent que quelque chose cloche. Son père arrive dans la chambre et leur dit qu'il a aussi remarqué les aboiements incessants des chiens et qu'il va vérifier si tout va bien. Aucune alarme ne s'est déclenchée, son père pense que quelque chose ne va pas, son frère demande à venir enquêter avec lui, Mathieu préfère rester sur son téléphone. Il descend dans le jardin et remarque que les chiens sont tous groupés, grognant dans un recoin sombre en bas des escaliers. Les lampes du jardin ne s'allument plus alors qu'elles fonctionnaient hier. Son père le sent pas à cause de la façon dont les chiens agissent. Habituellement, les chiens reviennent en courant quand il les appelle, mais pas ce soir. Son père dit à l'aîné de retourner à l'intérieur pour prendre une lampe torche. Mais ce n'est qu'une excuse pour qu'il rentre, car il a un mauvais pressentiment. Quand son frère retourne à l'intérieur, son père s'approche lentement des marches et les chiens continuent d'aboyer. En arrivant sur les marches, il remarque qu'une lampe est brisée. Il descend les marches, mais il est trop tard. Son père, qui est un ancien vétéran, sent quelque chose de froid contre sa tempe. Il sait directement que c'est un pistolet. 4 autres hommes, tous armés, sortent de l'obscurité. Choqué, il reste figé sur les marches. L'homme qui tient l'arme sur sa tête est immédiatement agressif et lui demande où est son fils et pourquoi il est rentré dans la maison. Son père répond qu'il est allé appuyer sur le bouton de la panic room. À ce moment-là, tous les hommes ont commencé à paniquer. Ils ont commencé à parler dans une langue africaine appelée le zoulou. Mais ce qu'ils savaient pas, c'est que son père avait appris à parler le zoulou couramment, ce qui était rare pour un blanc. Le gars agressif qui tient l'arme dit en zoulou « Les flics seront là d'une minute à l'autre. Tuons-le, prenons tout ce que nous pouvons et partons. » Les autres semblent craintifs et l'un d'eux, plus petit, vraiment sur les nerfs, dit qu'il ne veut pas retourner en prison et qu'ils doivent partir le plus vite possible. Son père s'est ensuite nourri de la peur de ce type. Il les a interrompus en anglais pour leur faire croire qu'il ne parlait pas le zoulou. Il leur a dit qu'habituellement des patrouilles de véhicules armés circulent dans le coin et qu'ils seront là d'une seconde à l'autre. Son père a vu leur plan s'écrouler devant eux. Le petit gars effrayé commence à effrayer tous les autres gars, disant qu'ils doivent partir le plus vite possible, sinon ils se feraient choper. Il rend les autres plus nerveux et ils commencent à s'engueuler entre eux. L'agressif qui pointe l'arme sur la tête de son père l'abaisse quand ils commencent à se battre entre eux, en perdant de vue son père car il est concentré sur ses coéquipiers. Son père il profite de cette occasion pour remonter lentement les marches et se tourne vers la maison. Par chance, quand son père entre dans la véranda, son frère arrive avec une lampe torche. Il le prend sous son bras et s'est précipité dans la maison en oubliant de fermer la porte derrière lui.
Anne, la fille de la femme de ménage, et Mathieu ne sont pas conscients de ce qui arrive. Son père se précipite dans la chambre, ferme la porte et leur dit de monter dans le grenier. Il leur explique qu'il y a 5 gars dehors avec des armes à feu et qui sont là avec de mauvaises intentions. Mathieu y sent que son corps y répond automatiquement et qu'il court dans les escaliers avec Anne juste derrière. Sa mère, elle est sortie de la salle de bain en courant avec une serviette pas trop loin derrière. Ils sont assis dans l'obscurité et le silence total. Sa mère se maudit en disant qu'elle n'a pas de téléphone, mais heureusement, Mathieu, il a son nouveau téléphone. La mère appelle la police, ils demandent où ils vivent, la mère donne l'adresse et ils expliquent que ce n'est pas dans leur juridiction et raccrochent. La famille est terrorisée et aussi sidérée. Sa mère, elle s'énerve et c'est là que son père se rend compte qu'il n'a pas fermé la porte de la véranda et que Ellie et Vince sont dans leur chambre et ils ignorent le danger dans lequel ils sont. Son père leur dit qu'il va aller chercher Ellie et Vince, ils doivent rester cachés quoi qu'il arrive. Anne, elle est hystérique car elle se rend compte que sa mère est en danger. Son père, il disparaît et l'air est tendu. Ils entendent encore les chiens aboyer, ce qui indique que les hommes sont encore dans la propriété. Sa mère, elle appelle à un autre numéro, celle de la sécurité armée qui conduit autour de la zone. Ils disent qu'ils seront là dans 10 à 15 minutes et qu'il faut se cacher en attendant qu'ils viennent. Ils attendent tous, en silence, craignant d'entendre un coup de feu ou quoi que ce soit indiquant que ces hommes sont dans la maison. Le silence règne. Le seul bruit est celui des aboiements des chiens dehors. Après ce qui semble être des heures, en réalité quelques minutes, ils entendent des pas dans les escaliers et leur rythme cardiaque s'accélère. Mathieu y ferme les yeux et prie pour que ça soit son père avec Ellie et Vince. Heureusement, c'est eux. Ils se sont tous cachés pendant un moment, personne n'a osé parler. Les chiens semblent se calmer, mais aboient encore de temps en temps. L'interphone de la porte sonne et son père leur dit d'attendre pendant qu'il vérifie si c'est la compagnie de sécurité. Et ça l'est. Il ouvre la porte et le cauchemar se finit. La sécurité commence à enquêter sur le jardin. Ils découvrent 7 paires d'empreintes de pas et qu'ils ont plié les piquets sur le mur et ont grimpé par-dessus. Il y avait donc 2 autres gars cachés dans l'ombre que son père n'avait pas vus. Par la suite, ils ont fait installer une clôture électrique. Les policiers leur ont dit que le fait qu'ils soient aussi nombreux, ça indiquait qu'ils avaient peut-être des intentions sinistres. Depuis ce jour-là, toute la famille a gâté les 6 chiens. Ils sont morts depuis cette histoire, mais on pense à eux. Impy, Chuto, Dash, Fudge, Wrinkles et Pikachu. Ouf, cette histoire, elle est finie. S'il y a bien une histoire où j'aurais pas aimé être, c'est bien celle-ci, je peux vous jurer. Je sais pas si vous vous rendez compte de la présence d'esprit du père qui leur a fait croire qu'il y avait une panic room. Alors que c'était du pur bluff. En plus de ça, il parle zoulou et ça a vraiment bien aidé. Je sais pas ce que vous auriez fait à sa place. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Moi, je sais pas du tout ce que j'aurais fait. Bon, je vous vois venir, me dites pas que vous alliez tous les défoncer, je vous rappelle qu'ils étaient 7 hommes armés. N'oubliez pas de vous abonner et le petit like, et nous on se retrouve pour un prochain thread d'horreur. Tous les potes. I just want to play a game with you. Hey, don't you run away. Please stay. Stay with me. If you don't come play with me, then we will kill you.